Bonsoir. Premier titre de ce journal, visite d'État à Conakry du président de l'Union des Comores. À son arrivée, Azali Assoumani a été accueilli par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine. Nous parlerons également de l'ouverture du procès dit des violences militaires à Mali et Mbéré en juin 2016. Ils sont 21 militaires à comparaître dans ce dossier au tribunal de première instance de l'Abbé. Autre titre à la une, poursuite au Maroc du championnat d'Afrique des Nations. Après sa première sortie avec défaite, le Sili de Guinée sera opposé demain à l'équipe marocaine. Vous suivrez les enjeux de ce match avec l'entraîneur Lapé Bangora. Encore une fois, bienvenue à tous. Je vous le disais tantôt, le président de l'Union des Comores est arrivé ce mardi à Conakry. Azali Assoumani a été accueilli par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine. Cette visite d'État s'inscrit dans le cadre d'une marque de reconnaissance à l'endroit du président Condé pour son rôle dans la consolidation de l'Union des Comores et son engagement pour la promotion de l'Union africaine. Le cérémonial d'arrivée avec Mahmoud Bari. Cette première visite d'amitié du président de l'Union des Comores est une reconnaissance à l'endroit du président de l'Union africaine, professeur Alpha Condé, mais aussi du peuple de Guinée. L'archipel des Comores forme un ensemble d'îles situées au sud-est de l'Afrique, à l'est du littoral nord mozambicain et à l'ouest de Madagascar. Le président Azali Assoumani a hautement apprécié le rôle joué par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, à la tête de l'Union africaine et l'engagement de professeur Alpha Condé à consolider la paix et l'unité des Comores. C'est pourquoi, a ajouté le président de l'Union des Comores, la Guinée reste et demeure un pays ami des Comoriens. Ce déplacement est une opportunité pour magnifier l'excellence des relations d'amitié et de coopération bilatérale entre nos deux États. Il s'agit pour les deux chefs d'État de raffermir ces liens et de consolider les amitiés existant si heureusement entre la Guinée et l'archipel des Comores. Le président Azali Assoumani a par ailleurs apprécié la présence de nombreux étudiants comoriens dans les institutions d'enseignement supérieur de la Guinée. Ici, au salon d'honneur de l'aéroport international Conakry-Pessia, le président des Comores a répondu à nos questions. C'est un grand frère, un président d'un grand pays. La Guinée, c'est un pays d'histoire. Dans l'histoire de l'Afrique, l'action de la Guinée qui a été vraiment un catalyseur, qui a été une voie pour les indépendances de tout le pays. Donc, toute l'Afrique, on doit à la Guinée. Bon, aussi, ce grand frère, avec sa sagesse, donc on touche du bois, et aussi, il préside l'Union africaine. Donc, très sincèrement, bon, c'est un grand. Donc ce que j'ai vu aujourd'hui comme accueil, comme tout ça, je pense que c'est un sage. C'est pour m'inviter à venir faire une visite officielle ici. Voilà le message qu'il a voulu me donner. Vous voyez les étudiants qui étaient là. Ben, là, ici, peut-être après le Maroc, c'est le deuxième pays qui accueille de nombreux étudiants comoriens. Les premiers étudiants, pendant l'indépendance, quand on a coupé avec la France, c'est la Guinée qui nous a accueillis, les étudiants. Donc aujourd'hui, l'administration comorienne et les sociétés, mais c'est des cadres formés en Guinée, et ça n'a pas arrêté. Jusqu'à maintenant, effectivement, on a vu ce taux de... On fait la représentativité, mais on sait qu'il y en a beaucoup. Donc c'est un pays avec... qui a fait avec les Comores, on a des relations plus qu'amicales, on dirait même fraternelles, et que nous devons les consolider, aller de l'avant, dans l'intérêt effectivement des deux pays, mais aussi dans l'intérêt de l'Afrique, parce qu'on a eu aussi la chance d'avoir ce grand monsieur comme président de l'Union africaine. Bon, là, on a voulu qu'il renouvelle le mandat, mais il ne veut pas. En tout cas, il en a les capacités. Mais très sincèrement, les Comores ont décidé, par le biais de la société civile et puis aussi des grandes personnalités, de faire un bilan de 42 ans d'indépendance. C'est un pays qui a vécu des moments très difficiles. Un pays qui a vu 2 chefs d'État exécutés par Bob Denard. Un chef d'État qu'on a déporté. Bon, je ne parle que ça, mais d'autres éléments qui ont fait qu'on a décidé de faire le bilan. C'est quand même très important.
C'est une décision qui a été prise dans un cadre de cohésion nationale, apaisement. C'est un bilan qui consiste à faire le bilan des 42 dépendances, effectivement, pour essayer de préparer un meilleur avenir du pays, parce que moi j'ai clamé les Comores émergents d'ici 2030. Donc pour moi, c'est vraiment l'occasion que ce soit toute la nation qui trace la feuille de route. Donc ces feuilles de route-là, effectivement, bon, les programmes politiques, les partis politiques, ils ont des programmes à eux, mais ils doivent l'adapter à cette vertu qui est nationale. Parce que le programme politique, c'est mon parti. Mais ce jour-là, ces assises-là, ils vont définir un programme, aussi bien socio-économique, culturel que politique. Donc c'est un moment quand même très important pour la nation. Et quand j'en ai parlé à mon grand frère, mais franchement, il m'a encouragé. Il m'a donné son appui. Il a envoyé même Mme Hawa. Il en a parlé au président de la Commission de l'Africain, Moussa Faki. Donc, j'en ai parlé à Guterres, le secrétaire des Nations Unies. Lui, il a eu un rendez-vous personnel, mais il en a parlé. Ça dénote effectivement la relation entre la Guinée et les Comores. Il a vu Guterres, mais il n'a pas parlé seulement du problème de Guinée, mais il a parlé de ce problème des Comores, de ses assises. Guterres a accepté, nous a envoyé un éminent, une personnalité qui a vu comment les travaux se déroulent. Donc, on a eu un problème d'agenda. Donc, au lieu de lui envoyer une lettre protocolaire, bon, on l'a fait. Mais quand même, la relation qui est entre moi et mon grand frère, et puis sa personnalité et le rôle qu'il fait à l'UNAFRON, mérite que je fasse le déplacement. Donc, je suis venu spécialement pour ça aujourd'hui, pour parler de ce report, en fait, lui donner pour qu'on l'a reporté, et puis aussi avoir toujours son accompagnement, parce qu'il a décidé de nous accompagner. Donc, je suis venu en parler avec lui, donc pour essayer de voir les moyens d'accompagnement lui-même, ses conseils, et comment il peut aussi faire en sorte qu'on ait des personnalités techniques, pour essayer d'appuyer les commissions techniques, mais des personnalités de haut niveau, aussi bien à la séance d'ouverture qu'à la séance de clôture, de façon à ce que le document qui serait les recommandations, mais ils auront le cachet national parce que c'est toute la nation qui était là, les partis politiques et tout, mais aussi la communauté internationale qui se représentait aussi bien par l'Union africaine, par l'ONU, par la Ligue arabe. Et nous pensons que c'est une très bonne opportunité pour le pays, pour les Comores, et que ce soit un exemple. Parce que les assises aux Comores, on a connu. Mais c'est toujours dans un cas où il y a un problème, avec une épée Damoclès sur la tête. Donc on veut vers vite. Mais maintenant qu'il y a l'apaisement, on a eu des élections qui sont déroulées dans un très bon climat, reconnu par la communauté internationale. Donc on a gagné, il y a eu des oppositions, mais l'opposition a accepté de participer à ces assises. Donc c'est quand même un moment très important et on veut le capitaliser inclusif pour que les gens, effectivement, regardent le problème du pays, au lieu de regarder le code personnel, le code de parti, mais regardent le problème du pays pour demain. On a intérêt que l'Afrique, effectivement, soit comme ça se voit, c'est le berceau de l'humanité. On voit que tout le monde vient en Afrique, mais on voudrait que quand il vient en Afrique, que ça soit gagnant-gagnant. Je profite de l'occasion pour lui présenter mes voeux de bonne année, très plus sincère, je lui ai écrit, mais c'est l'occasion aussi, et à travers lui, son gouvernement, le peuple guinéen, un peuple frère, que cette année-là soit une très bonne année de bonheur, de prospérité pour nos deux pays, et puis aussi lui remercier de cet accueil que moi, franchement, c'est une surprise. Mais quand ça vient de lui, je devais m'attendre. C'est une surprise. Cet officier de l'armée comorienne, Azali Assoumani, est élu président de l'Union des Comores depuis avril 2002, puis au mois de mai 2016. À présent, retour sur les festivités de l'an 59 dans la région de Kankan, une célébration qui a favorisé la réalisation de plusieurs infrastructures dans les sous-préfectures et préfectures de la région. C'est le cas de Kouroussa qui a également bénéficié d'un nouveau centre de santé. L'édifice a été inauguré par la première dame de la République, Hadja Diané Kondé. Un reportage signé Ali Badra Kondé. Sous-préfecture de Baro, préfecture de Kouroussa. Ici, elles sont nombreuses, ces femmes, à se mobiliser pour prendre part à l'inauguration de leur nouveau centre de santé amélioré. Premier du genre dans la localité, cette nouvelle infrastructure est l'œuvre de la première dame de la République, Hadja Diané Kondé, à travers sa fondation Prosmi et ses partenaires. La structure sanitaire comprend 12 bâtiments avec les salles de césarienne, de maternité, d'hospitalisation, de consultation, un bloc opératoire, une morgue, un fourrage, un point d'incinération ainsi que des activités préventives. La population de Baro voudrait par ma voix vous dire merci
Et grand merci pour ce don combien de fois utile pour elle et exprimer toute sa gratitude et sa fierté quant aux efforts que vous ne cessez de déployer pour l'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes, notamment celles des couches les plus vulnérables et les plus démunies. Ce but que vous vous êtes assigné, Madame la Première Dame de la République, témoigne on ne peut mieux que vous êtes dans l'esprit et sur les traces de votre cher époux, son excellent professeur Alpha Condé. Tout en vous remerciant de ce geste, le personnel de santé par ma voix vous rassure que cet édifice sera utilisé à bon escient. Je ne saurais terminer mon intervention sans remercier singulièrement votre cher époux. Je veux nommer le professeur Alpha Condé, président de la République, pour son souci constant dans l'amélioration de la santé de nos populations. À Kouroussa, à Kankan, à Kirawane, à Maniana, à Sigiri, vous avez vu, ce n'est pas comme vous avez dit, vous avez vécu. Hadja Diané Kaba appartient à Barrow, parce que Dieu a voulu que son mari soit de Barrow. En réalisant ce bijou dans le pays profond, la première dame de la République, Hadja Diané Condé, participe à l'amélioration des conditions de santé de la population à la base. C'est un centre de santé amélioré. Vraiment, la finalité, c'est d'aider les femmes et les enfants, mais surtout les femmes en état de famille, pour qu'elles accouchent dans les meilleures conditions, parce que tout le monde sait que la Guinée, en Afrique de l'Ouest, est le pays où il y a le plus de mortalité maternelle et infantile. Pourquoi? C'est le manque de suivi et puis le manque de soins qui fait ça. Et une fois qu'il y a ce centre-là, donc au Barrow et ses environs, les femmes pourront venir se faire suivre dès qu'elles sont en état jusqu'à l'accouchement. Quand une grossesse est bien suivie, le risque de décès est diminué. Donc c'est ce que nous souhaitons. C'est pour ça qu'il y a ce centre-là et il y a d'autres centres en forêt et puis à Sigiri et j'en passe. Le centre de santé amélioré de Barrow fait partie des 5 centres déjà réalisés par la présidente de la Fondation Prosmi dans les préfectures de Guékédou, Sigiri, Kankan et Conakry. De son côté, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a mis son séjour à profit pour échanger avec les populations de la région de Kankan. Il s'agissait pour Maître Cheikh Sako de sensibiliser les citoyens sur le respect des institutions judiciaires pour une justice forte dans notre pays. Mamadi Terna Kamisoko, Kieran Younestaba. En marge de l'inauguration des infrastructures judiciaires, le ministre de la Justice prêche le civisme et la citoyenneté aux populations de la région de Kankan. Comme pour freiner la recrudescence des violences, Cheikh Sako tente de restaurer la confiance entre la justice et les justiciables. Une séance de sensibilisation soutenue par les acquis de la réforme dans le secteur. L'exercice devra permettre aux citoyens de respecter les principes de la justice. Je l'ai dit à Kankan, je l'ai répété à Sigiri et je le répète de nouveau à Kouroussa. Il faut absolument que, en Haute-Guinée en général et dans ces 3 villes en particulier, quand un citoyen est convoqué devant la justice par un juge, il faut qu'il réponde à la convocation. Ce n'est pas acceptable que les gens ne viennent pas aux convocations. Ça oblige à la justice d'être un peu plus sévère, de les faire venir par la force. Donc j'ai demandé que les gens répondent aux convocations. C'est aussi une manière de respecter la loi, c'est une manière de respecter la justice. Les messages du ministre rassurent ces populations en perte de confiance en la justice quant à son impartialité dans le règlement des contentieux. À Kouroussa, comme dans d'autres préfectures de la région, les citoyens adhèrent à la politique de promotion d'une justice responsable. Et le gouvernement est en train de prendre beaucoup de dispositions pour que les lois de la République soient respectées. Il n'y a pas de raison que nous, citoyens, nous ne respectons pas les lois. Chaque fois que quelqu'un est convoqué, il a un mandat de se présenter devant le juge pour entendre ce pourquoi il est appelé. Nous avons bien écouté les messages du ministre et nous sommes très contents. À notre niveau, nous allons nous impliquer pour que les populations acceptent la justice. Avec ces populations, le ministre Sako soigne l'image de la justice et conforte la position d'un secteur en quête de crédibilité.
Toujours dans l'actualité judiciaire, ouverture hier du procès dit des violences militaires à Mali en juin 2016. Ils sont 21 militaires dont le colonel Issa Camara et 3 autres civils à comparaître au tribunal de première instance de l'Abbé. Valérie Talimanet, Sarafedine Diallo. Un an après les violences survenues à Mali et Bérin, le procès du colonel Issa Camara et compagnons s'est ouvert ce lundi 15 janvier. C'est le tribunal de première instance de l'Abbé qui accueille ces assises longtemps attendues par les victimes. Pour les autorités judiciaires, un travail de fond est en train d'être réalisé afin de faire la lumière sur le dossier. Pour qu'il y ait un bon procès, il faut que le tribunal siège dans la sérénité. Pour cette sérénité-là, nous avons besoin de l'apport de tout le monde, de la population et des autorités, afin que le tribunal puisse siéger sereinement. Donc il n'y a pas à s'inquiéter, nous rassurons tout le monde, les avocats de la défense sont là, les avocats de la partie civile sont là, le procureur militaire est prêt à échanger avec eux. Le procès se passera de la façon la plus normale, la plus contradictoire entre les avocats, le procureur et le tribunal prendra sa décision. Plusieurs personnalités administratives et militaires assistent à l'audience. Avocats de la défense et partie civile échangent autour du dossier. Ça s'est passé dans les règles de l'art. Seulement, nous voyons les conditions d'organisation. La population domine un peu la sérénité des débats. Nous vous dirions que les mesures soient prises en ce sens. Il y a eu des débats houleux entre les différentes parties au procès, la défense, la partie civile, le parquet. La défense a soulevé des exceptions de nullité des différents actes de procédure. Finalement, après des débats houleux, un échange fructueux, le tribunal a décidé de joindre les exceptions qui ont été soulevées au fond. Pour cette première journée, le colonel Issa Camara a été entendu sur les faits de violence et de non-respect à l'égard de l'autorité civile. Toutefois, les avocats demandent le respect des principes judiciaires. Pour l'heure, le tribunal militaire qui siège sur le dossier continue d'auditionner toutes les personnes impliquées dans cette affaire qui remonte à juin 2016. L'affaire fait couler assez de salive et d'encre dans la cité. Il s'agit de l'histoire d'une tradithérapeute. Son nom, Nafanta de Dapompa. Elle fait porter des fausses grossesses aux femmes confrontées aux problèmes d'infertilité. Plus d'une centaine de femmes en sont victimes. Elles peuvent dépasser les 9 mois de grossesse sans accoucher. Et ce qui est encore bizarre, ces grossesses ne sont détectables dans aucune structure sanitaire. Plus d'informations avec Isiaga Alfaba. C'est elle, la fameuse Nafanta Camara. Elle est accusée par de nombreuses femmes pour leur avoir donné de fausses grossesses. Ces pauvres dames sont parmi ses victimes. Depuis des années, Nafanta Camara vit de cette pratique au quartier d'Apompa. Avec ses décoctions et médicaments traditionnels, elle effectue son opération. Quand les femmes arrivent chez moi, je leur dis ceci. Si vous venez vers moi, il faut d'abord croire en Dieu. Si vous croyez en Dieu, tout ce que je vous propose peut marcher. Ce n'est pas moi qui donne l'enfant, mais Dieu. Alors, si je leur donne le médicament, ce sont les mêmes femmes qui l'utilisent selon mes recommandations. Mais je ne fais pas de miracle. C'est suite à de longues enquêtes que les agents des services spéciaux de lutte contre la drogue et du crime organisé ont mis main sur Nafanta Camara ainsi que ses 2 complices. Cette dame que vous avez vue, c'est un danger permanent, un danger qui a causé beaucoup de choses. Nafanta, moi je me dis qu'aujourd'hui c'est un soulagement, parce que Nafanta, comme tout le monde le sait, ne faisait que l'empoisonnement, l'escroquerie, suivi de l'administration des substances nuisibles à nos femmes. Vous voyez, toutes ces femmes-là, elles sont dans les situations de grossesse. On a déjà sur 150 enregistrés, de femmes enregistrées, supposées enceintes. On a déjà pu faire 47 cas d'échographie. Et le résultat, comme vous le savez déjà, comme le docteur l'a dit, le résultat est négatif. Les
vomissements intenses, métrorragie et saignements intenses également, l'arrêt brusque des menstruations, le ballonnement abdominal, le besoin élevé de boire de l'eau, l'augmentation de l'appétit, la prise du poids, la mort peut s'en suivre. Ici, parfois des cas de décès ont été identifiés dans le lot, selon les révélations de ces patientes. De nationalité sierra-léonaise, Nafanta Camara est âgée de 40 ans. Après l'étape de la consultation qui coûte 300 000 francs guinéens, ces femmes attendent des grossesses qui durent de 6 mois jusqu'à 3 ans, témoignent les victimes de Nafanta Camara. Moi, personnellement, j'ai commencé le traitement le 3 août 2016. Le 3 août, quand j'ai été, elle m'a donné un premier produit. Mon mari a donné 300 000 francs. Et elle a dit qu'après, quand tu donnes les 300 000 francs et que tu tombes enceinte, maintenant, c'est elle seulement qui est habilitée à vous déclarer que vous êtes enceinte. Et quand vous tombez aussi enceinte, vous ne devrez pas aller à l'hôpital sans son consentement. Parce que quand vous allez à l'hôpital, il ne va pas voir l'enfant, le fœtus en question. On va toujours vous dire qu'il n'y a rien dans votre ventre et que c'est les fibromes qui se trouvent dans le ventre. D'abord, au préalable, elle prépare comme ça d'abord ses victimes. Vous comprenez? J'ai commencé le traitement le 4 août. Le lendemain, le 4 août, j'ai commencé à boire. Après 2 semaines de cela, elle m'a déclaré que j'étais enceinte. Madame Touré Aïcha, c'est pour réclamer nos droits. Nous demandons à l'État de nous aider. Il y a plus de 700 femmes dans la situation là. Plus de 700 femmes qui sont malades aujourd'hui, qui n'ont pas de soutien, qui ont perdu leur foyer. Donc nous nous constituons en association, nous sommes déjà en association, nous sommes là devant la presse privée, publique et internationale pour demander à l'État de nous venir en aide, de nous aider, de soigner les femmes victimes de Nafanta. Nous sommes malades, réellement nous sommes malades, donc on a besoin de soutien. Selon les médecins, les produits de Nafanta Camara composés de décoctions pourraient provoquer de graves complications sanitaires chez les femmes victimes du traitement. Face à cette pratique, les autorités appellent à la vigilance. Pour l'heure, Nafanta Camara et ses complices sont déférés au tribunal de Mafanko. Dossier à suivre. Sur le plan politique, l'heure est aux préparatifs des élections communales dans les différents bastions des partis politiques. Parrain de la préfecture de Kissidougou, le ministre de la décentralisation a conféré avec les populations de cette préfecture. Général Bourema Condé les a invités au maintien de la paix et de la cohésion sociale pour le bon déroulement du scrutin du 4 février. Mohamed Lamine Kamara, Abdelrazak Souma. À Kissidougou, des lampadaires solaires continuent d'illuminer les rues et places publiques. Cette préfecture a bénéficié de plusieurs édifices publics sous l'initiative présidentielle. La réalisation de ces infrastructures a permis aux autorités d'impulser la cité de Kissi-Farmaya vers un développement durable. En guise de reconnaissance, les populations venues des 12 sous-préfectures de Kissidougou réitèrent leur adhésion aux idéaux de changement et de progrès amorcés par le président de la République. C'est une joie et en reconnaissant des actions du président de la République, Kissidougou doit lui être reconnaissant dans la mesure où lui, il qualifie notre ville d'université du RPG Arc-en-Ciel. Notre reconnaissance devra se manifester, comme je l'ai dit, dans les urnes, en soutenant ces actions. La confiance qu'il apporte aux fils et filles de Kissidougou, ça c'est un grand acquis. Les infrastructures qui se trouvent aujourd'hui à Kissidougou, c'est un acquis. Donc voyant tout ça, nous on ne peut qu'accompagner les efforts du professeur Alpha Condé. À l'image des autres membres du gouvernement, le parrain de Kissidougou profite de cette première prise de contact pour inviter les populations à la culture de paix et de cohésion sociale, malgré leur obédience politique. Nous allons aborder bientôt une échéance ou des échéances hautement importantes pour la nation guinéenne, à savoir les élections de proximité que sont les élections communales. Elles ont besoin de se dérouler dans un cadre pacifique. Elles ont besoin de se dérouler dans la concorde, chacun défendant évidemment sa ligne politique, mais tous agissant pour la paix dans la nation, pour le développement de la nation. Ce message-là, nous sommes venus le porter aux populations de Kissidougou,
Kissoudou, dont nous sommes le parrain. Pour renforcer cet élan de développement, le gouvernement entend doter cette ville du courant électrique. 2 groupes électrogènes et de matériel électrique sont déjà sur le terrain. Une action qui rassure davantage les populations. Même son de cloche du côté de la préfecture de Dubreka, où la ministre de l'Action sociale a aussi prôné la paix et le renforcement du tissu social. Face aux 7 collectivités de Dubreka, Hadja Mariam Silla a expliqué les grands chantiers du président de la République depuis son avènement au pouvoir. Compte rendu Mohamed De Camara. La ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance sur le terrain à Dubreka. Hadja Mariam Silla vient conférer avec les responsables politiques et administratifs de la préfecture. Objectif, sensibiliser les populations sur les conduites à suivre à quelques jours des élections communales prévues pour le 4 février prochain. La préservation de la paix et la consolidation du tissu social ont été les messages livrés par la marraine de la préfecture de Dubreka. Par rapport à la situation sur le terrain, vous avez compris que les gens ont d'énormes difficultés pour avoir accès aux cartes. Parce que tout simplement les zones ont changé, les bureaux de vote ont changé. Il y a ce problème-là. Il y a également un certain manque de communication entre les organes du parti et la base. Et je crois qu'aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. De souligner les acquis de la Troisième République, mais aussi parler des idéaux de paix et de rassembleur du président de la République. Moi, je dirais que sur les traces de Madame la marraine, qui a campé le décor, et en prônant d'abord la paix sociale, la quiétude, et aussi prôner les mérites, n'est-ce pas, du professeur Alpha Condé dans ses réalisations socio-culturelles et économiques de notre pays. Pour une élection apaisée dans cette localité, la ministre de l'Action sociale a déjà tapé à plusieurs portes. Elle a sollicité notamment des prières et des bénédictions des sages et des religieux de la préfecture de Dubreka. Pendant ce temps, le Premier ministre, quant à lui, était face aux étudiants à l'université de Kankan. C'est dans ce temple de savoir que le chef de gouvernement a animé une conférence intitulée « La politique économique du gouvernement et les perspectives 2018 ». Mamadi Youla est revenu sur la vision et le bilan de son gouvernement tout en évoquant les grands défis auxquels le pays est confronté. Hadi Kamara, bureau de presse de la primature. C'est l'université Julius Nyerere de Kankan créée en 1989. Elle accueille ce dimanche le Premier ministre chef du gouvernement pour la première fois. C'est dans le cadre d'une conférence axée sur la politique économique de la Guinée et les perspectives pour 2018. Là-dessus, le Premier ministre Mamadi Youla a fait un briefing sur les motivations de la conception du PNDS, le Programme national pour le développement économique et social de la Guinée. Ce plan que nous avons conçu repose sur 4 piliers. C'est-à-dire que tout le travail qui a été fait pour concevoir ce plan repose sur 4 piliers. Le premier pilier du PNDS, il s'agit de promouvoir la bonne gouvernance au service du développement. C'est le premier pilier du plan du PNDS. Le deuxième pilier de ce plan, c'est la transformation structurelle de notre économie. C'est-à-dire, la transformation structurelle, c'est que si nous avions avant une économie qui était basée par exemple trop sur le secteur primaire ou alors sur le tertiaire, nous allons engager des réformes pour faire en sorte que la structure de notre économie peut-être s'appuie davantage sur le secteur secondaire, c'est-à-dire sur la transformation. Aussi que notre économie réponde davantage aux réalités de la Guinée, aux réalités d'aujourd'hui. Donc ça, c'est la transformation structurelle de notre économie. Le troisième pilier, je crois que c'est un pilier qui vous intéresse beaucoup, c'est la formation. Le développement des ressources humaines, le renforcement des capacités. Donc ça, c'est un des troisièmes piliers. Ça, c'est le troisième pilier, donc un des 4.
Et le quatrième pilier, c'est la gestion durable du capital naturel. Donc voilà les 4 piliers qui ont guidé l'élaboration du plan national de développement économique et social 2016-2020. Devant les étudiants et le corps professoral de l'université de Kankan, le Premier ministre Yula s'est évertué à expliquer en long et en large que le professeur Alpha Condé veut construire un état de droit qui impulse et assure le plein épanouissement des potentialités de chaque citoyen et de toutes les localités. Il est important de comprendre que tout ce que nous faisons aujourd'hui doit s'inscrire dans une perspective à long terme. Si je prends les mines, si on exploite les mines, il y a des exemples très précis. Si vous prenez une mine d'or, vous l'exploitez de façon anarchique, vous créez des énormes crevasses, des cratères dans tout le paysage. Vous utilisez des produits chimiques, vous polluez tout l'environnement. Peut-être que vous allez retirer quelques bénéfices dans la vente de cet or, mais le prix que vous faites payer à la société est tellement grand que finalement, le pays, au lieu d'avancer, il régresse. Quand nous parlons de gestion durable du capital naturel, ce n'est pas encore une notion qui est basée sur simplement de bonnes intentions. Non. Cela a une véritable signification économique. Parlant alors des défis du gouvernement, Mamadou Yula a insisté sur la conception des projets bancables qui répondent non seulement aux attentes de la population, mais aussi qui tiennent compte des exigences des bailleurs de fonds. Plusieurs questions ont été posées par des étudiants. Questions relatives à la croissance économique du pays, au budget de l'État, à la construction des barrages hydroélectriques, à la transformation de notre économie, à la pression fiscale et au financement des grands projets de la Guinée. Zoom sur le marché de l'emploi qui vient de recevoir le nouveau diplômé de l'université Oprah Winfrey de Guinée. Ils sont une centaine d'étudiants de la 3e promotion de cette université à obtenir leur licence. Un exploit salué par parents et encadreurs. Francis Collier. 3 ans de formation donnent droit à la licence, premier diplôme universitaire dans le système LMD. Ces 126 étudiants de l'université Winfrey Oprah de Guinée, repartis entre les filières de sciences comptables, de banque et finances, de droit et de télécommunications, ont réussi ce premier exploit. Je suis très ému, vraiment, c'est l'émotion qui est là et je remercie le rectorat et plus le fondateur parce qu'il a pu vraiment investir afin que cet événement soit grandiose. J'aimerais faire mon stage, mais pour le moment, je veux faire une formation avant de commencer le stage. Tu ne sors pas parce que tu es diplômé, tu as ta licence. Il faut avoir quelque chose dans la tête. Les autorités de l'université Winfrey Oprah de Guinée se félicitent d'avoir encadré cette 3e promotion de l'institution. Elles ont aussi encouragé les heureux récipiendaires à aller au master puis au doctorat pour affronter la concurrence du marché de l'emploi. La seule chose qu'on doit demander à l'ensemble des jeunes Guinéens, c'est de rompre avec les vieilles habitudes. La jeunesse guinéenne doit être cette jeunesse audacieuse, capable de s'assumer et d'assumer. Elle doit oser entreprendre. Créée en 2012, l'université Winfrey Oprah forme aussi en BTS, tourisme et hôtellerie, comptabilité, douane et transit, ainsi que les télécoms. Toutes ces filières pour rendre compétitifs ces diplômés sur le marché du travail. Un mot de culture maintenant. Le commissariat général Conakry, capitale mondiale du livre, vient de rendre hommage au célèbre écrivain guinéen Kerno Monenambo. Il est sacré prince de l'écriture. C'est en guise de reconnaissance pour ses multiples efforts dans la promotion du livre et de la lecture. Mikini Moussa Kamara, Aboubakar Gabi. À 71 ans, le célèbre écrivain guinéen Kerno Saïdou Diallo, connu sur le sobriquet Kerno Monenambo, vient d'être sacré prince de l'écriture. C'était à l'occasion d'une journée qui lui a été consacrée par le commissariat général de Conakry, capitale mondiale du livre. L'événement rend hommage à Kerno Monenambo pour sa contribution au rayonnement de la littérature mondiale. Auteur d'une douzaine d'ouvrages, dont Les Crapauds Brousses, publié en 1979.
L'aîné des orphelins 2000, Peul 2004 et le roi du Kayel. Thierno Monenembo est considéré aujourd'hui comme un modèle dans la littérature africaine d'expression écrite du XXe siècle. Une réaction très positive parce que je suis très ému. C'est la première fois que la Guinée, officiellement pour ainsi dire, me rend hommage. C'est touchant. Vous savez, quand le cadeau vient de vos propres frères, c'est beaucoup plus touchant que les prix que vous avez obtenus de l'autre côté de la mer. Il est connu aujourd'hui, beaucoup plus connu aujourd'hui comme un écrivain émérite, parce que ce n'est pas le seul prix qu'il a eu, que comme biologiste, comme quelqu'un qui a fait les sciences. Donc c'est une fierté nationale et nous nous devions de le célébrer et nous l'avons fait. Avant cette consécration, Thierno Monenembo avait déjà reçu des distinctions comme le Grand Prix de la francophonie décerné par l'Académie française en 2017, le prestigieux prix 2008 Renaudot pour le roi du Kayel. Cette reconnaissance à la dimension universelle est perçue comme couronnement de cet écrivain fécond. L'UNESCO nous a donné mandat pour faire la promotion du livre et tout ce qui est lié au livre. Et Thierno fait partie des meilleurs écrivains du monde, de la francophonie. Le monde francophone vient de le reconnaître. La Guinée se devait vraiment de lui rendre hommage. Et dans le cadre de l'année du livre, toujours, nous allons continuer à rendre hommage aux grands écrivains guinéens. Prochainement, nous allons nous battre pour retourner les restes de Camara Laye en Guinée avec la permission de sa famille. Nous allons rendre hommage à William Sassine, rendre hommage à Keita Fodeba, rendre hommage au Baobab d'Ibri Tamsinian. C'est ça l'année du livre. Le livre est réellement un facteur de réconciliation, un facteur de rapprochement. Ces œuvres sont consommées à travers le monde, principalement dans les 53 États membres de l'espace francophone. Sport avec les échos du championnat d'Afrique des Nations au Royaume chérifien. Au compte de la deuxième journée de la poule A, la Guinée joue demain contre l'équipe du Maroc au stade de Casablanca. L'entraîneur du Sili national est conscient de l'enjeu de la rencontre. Il l'a annoncé au cours d'un point de presse d'avant-match. Kadia Traoré est notre envoyé spécial. Cette rencontre est déterminante pour le Sili local de Guinée qui a d'ailleurs concédé la défaite lors de son premier match face au Soudan, 2-1. Kamfour Lapé Bangoura, conscient de l'enjeu de ce match, se dit avoir tiré les leçons. La suite de la compétition passe par une victoire contre le Maroc ce mercredi 17 janvier 2018 à 16h30 temps universel au stade Mohamed V de Casablanca. Déjà, la délégation guinéenne fortement représentée se mobilise pour booster davantage cette formation du Sili. Il nous reste 2 matchs, il ne faut pas être pessimiste. Nous allons continuer à soutenir l'équipe, à prier pour l'équipe pour que les 2 derniers matchs soient couronnés de succès. À ce stade de la compétition, les choses se compliquent pour le Sili, car arriver à bout du pays hôte sur ses propres installations et devant son public ne sera pas chose aisée. Néanmoins, attendons de voir, surtout que le football se promène avec son cortège de surprises. Bonne chance donc aux tricolores guinéens. On termine avec ce public reportage. Celcom Guinée clôture sa promo BAM en offrant plusieurs cadeaux aux heureux gagnants. La société de téléphonie a procédé hier à la remise des plus gros lots. Cette promo a été lancée en septembre 2017. Et la Jaya Silla signe ce reportage. La téléphonie mobile Celcom change la vie de ses abonnés. Depuis le 1er septembre dernier, Celcom Guinée est dans la logique d'un concours promotionnel qui rapporte aux clients d'importantes sommes d'argent et matériel qui changent leur vie. Parmi ces lauréats du concours Celcom Guinée, Mbemba Djoupate, mécanicien de son état, bénéficie d'un montant de 40 millions de francs guinéens destinés aux frais de son mariage prochain. Un jour, on m'avait appelé un matin bonheur comme ça, soi-disant que j'ai gagné. Moi-même, je n'étais pas d'accord, sauf le soir maintenant. Les gens des voisins m'ont appelé maintenant d'aller regarder la télé. Ils m'ont appelé 2 fois, 3 fois. À 19h, on m'a appelé encore d'aller regarder la télé. J'ai regardé la télé. Effectivement, moi-même, j'ai vu que c'est vrai. Après, maintenant, on m'a appelé le matin d'aller à la chaire de Celcom. Je suis parti là-bas. On m'a donné une chèque. Voilà le mariage. Bon, moi-même, je suis très, très content pour ça aujourd'hui.
Au cours de cette campagne promo Selcom BAM, une recharge de 5 000 de crédit suffit pour obtenir soit une moto, un couple de bœufs, une pirogue ou la somme de 40 millions de francs guinéens. Nous avons organisé aujourd'hui un événement BAM pour célébrer la fin de la campagne, pour célébrer tous ces gagnants qui ont gagné des cadeaux incroyables chez Selcom. Comme j'ai dit tout le long de la campagne, Selcom a la préoccupation de marquer la vie de ses abonnés. Lorsque nous faisons des cadeaux, nous ne voulons pas faire des simples petits cadeaux, comme des téléphones, après un an c'est fini, il faut changer encore le téléphone. On voulait faire des cadeaux vraiment qui marquent la vie de nos abonnés. Le récipiendaire de la pirogue, évalué à 200 millions de francs guinéens, et celui d'une moto ont exprimé leur satisfaction et leur fidélité à Selcom Guinée. J'ai juste rechargé une carte de 5 000 francs et je crois au dernier tirage du jeu, on m'a appelé pour me dire que je suis l'heureux gagnant d'une moto. J'entendais la publicité à la radio, on me disait que la société Selcom était en campagne. Bam. Et réellement j'ai constaté que c'est une réalité. Aujourd'hui j'ai reçu la moto. L'année 2018 marque le 10e anniversaire du réseau Selcom en Guinée. Il se propose d'organiser plusieurs manifestations promotionnelles afin d'accompagner ses clients en changeant leur vie. Et cette édition, grand merci à vous pour votre aimable attention. Passez une excellente soirée. À demain. Le président Alpha Condé à Sigri, c'est comme un lion dans son royaume. Ici, personne ne peut le déloger, au risque de s'y perdre. La population de Sigri, plus d'1 million d'habitants, selon les autorités locales, est fidèle au président Condé et reste dans sa grande majorité attachée aux idées.